Nous venons de le dire quand nous étions off, nous avons vécu beaucoup d'aventures à lire et faire lire, dont effectivement pour Épinal, la neige, la grève, de grosses difficultés. Mais je pense qu'on n'aura jamais vécu cette difficulté-là qui a été le confinement. On pourra raconter toute cette histoire. On l'a déjà fait, cette histoire de lire et faire lire. Donc, l'année dernière, eh bien, je fais un petit rappel, on était à la Bibliothèque nationale de France. Nous lancions les 20 ans de lire et faire lire. Beaucoup de projets pour réfléchir au chemin parcouru, au futur, nos 20 ans à venir, et à fêter cette réussite de lire et faire lire, de l'idée d'Alexandre Jardin et menée en musique par la Ligue de l'enseignement et l'UNAF. Mais je me refuserai à toute nostalgie. Malgré les difficultés, nous avons tenu le cap. L'enquête bénévole sur les bénévoles vous a été présentée ce matin. L'étude d'impact sur l'apport de lire et faire lire, qui a été annoncée l'année dernière, eh bien, fera l'objet d'un bilan d'étape cet après-midi. L'événement national que nous avions prévu, avec des lectures au Panthéon, une exposition de Nicolas Henry sur ce parvis du Panthéon, a été repoussé en juin 2021. Et c'est vrai que le miracle avec Lire et faire lire, et peut-être aussi grâce à Nicolas Henry, pour l'année prochaine, eh bien, c'est que nous aurons encore 20 ans en 2021. Et au cours de cette année, malgré tout, les départements ont réussi à mener et à prendre des initiatives pour fêter cet anniversaire. Je vais vous présenter ce qui s'est fait dans les départements. Donc, il y a une première diaporama qui va apparaître. J'attends la première diapo. Je ne sais pas si c'est Mina ou Cécile qui me l'envoie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça a été regroupé suivant 2 diapos. La première diapo, c'est autour des rencontres qui ont été organisées dans les départements. Peut-être que je vais être obligée de vous dire tout ça sans les diapos, je ne sais pas. Mais j'ai mes petites notes, Cécile, donc ne vous inquiétez pas, ni Mina ni Cécile, tout va très bien. Je ne suis pas inquiète comme on pourrait, non, pas du tout. Donc d'abord, la première diapo, on aurait dû vous présenter les initiatives qui ont été faites dans les régions. Voilà. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on fait quand on est à lire et faire lire et qu'on veut fêter lire et faire lire et son anniversaire? Eh bien, on fait des rencontres d'auteurs. Donc, il y a eu une rencontre. Je vais vous donner un peu plus les dates parce que vous allez comprendre pourquoi. Raphaël Beau dans la Nièvre, le 12 décembre. Pierre Dély dans le Rhône, le 21 janvier. Antoine Guillopé dans le Puy-de-Dôme, en février. Yaël Assam dans le Lot-et-Garonne, le 10 mars. Et puis. Et bien après, il y a eu des rencontres qui ont été organisées par le national parce qu'il a semblé essentiel de garder le lien avec les bénévoles, avec les coordinateurs et de continuer à être dans cette perspective de faire des rencontres avec des auteurs qui à ce moment-là et illustrateurs qui étaient dans une très grande difficulté. Donc au mois de mai, il y a eu une rencontre sur Zoom organisée par le national et il y avait, je crois, presque 200 personnes qui étaient avec Thomas Coteau. Et nous avons en plus, au mois de juillet, pour clore un peu comme on peut le faire, c'est à l'année scolaire, qui était quand même tout à fait surprenante, eh bien, on a fait un Zoom aussi qui a rassemblé au moins 200-250 personnes avec Malika Doré. On fait donc Lire et faire lire, bien sûr, par des rencontres d'auteurs, mais d'autres initiatives ont été prises dans d'autres départements. Donc, dans les coordinations, vous voyez, et ça reflète la diversité des coordinations, mais leur esprit de création. Donc, dans la Vienne, on a pris quelques exemples. Dans la Vienne, il y a l'exposition des affiches. Dans la Mayenne, la réalisation d'un recueil de poèmes. En Corse, une semaine de lecture. En Loire-Atlantique, des marque-pages. Dans la Marne, un quintet des petits lecteurs. Je garde la Haute-Savoie. La Haute-Savoie, pourquoi? Parce que, eh bien, écoutez, j'ai été invitée, c'était cette Assemblée générale en Haute-Savoie, et c'était à l'occasion de l'inauguration des bancs que vous voyez là, des livres à 2 places.
si je fais une petite comment dire, incidente, c'est parce que Véronique Moret, que vous avez vu tout à l'heure, qui est arrivée quasiment en dernier là sur l'écran, Véronique est à l'origine de ces bancs à 2 places ou de ces livres à 2 places. Donc, sur ces bancs, il y a des illustrations et ils sont consacrés chacun à un auteur différent. Et le profit de ces ventes, de ces bancs, qui sera donc organisé lors d'une vente aux enchères, ce profit sera pour lire et faire lire. Il faut savoir que déjà, il y a une vente aux enchères qui a été faite à Pont-l'Évêque avec Véronique, et que cette vente a permis à lire et faire lire une aide de 10 000 euros. Je pense que ce n'est pas négligeable et que c'est important que vous le souligniez, d'autant plus que Véronique Moret est là et que ce fut peut-être, on va dire, pour moi, la dernière initiative, étant donné que c'était à la veille du jour où nous avons été reconfinés, puisque c'était au mois d'octobre 2020. Voilà. Donc, toutes ces initiatives, je pense, permettent de voir toute l'importance d'une fête à lire et faire lire. Maintenant, en dehors de ces engagements qui avaient été pris l'année dernière, un autre engagement avait été pris. C'est l'engagement autour d'une étude d'impact sur l'apport de lire et faire lire. Je vais laisser Cécile qui vous fera un bilan d'étape de cette étude d'impact. À toi, Cécile. Merci, Michel. Effectivement, en 2020, Lire et faire lire a initié cette démarche avec Kimso, qui était un cabinet de conseil et d'accompagnement dans l'évaluation de l'impact social. Alors, qu'est-ce que l'impact social? Comme vous le voyez à l'écran, c'est une étude au sein d'une organisation pour se poser des questions telles que à quels besoins répond l'action que nous menons, quelles sont les solutions les plus pertinentes à conserver, quels éventuels changements à apporter, comment faire mieux. Et avec ces réponses, on peut à la fois prouver l'impact de son action, mais aussi s'améliorer. Alors, pourquoi mener un impact social au sein du réseau Lire et faire lire? Sur la diapo suivante, vous pouvez voir qu'à l'occasion de l'année des 20 ans, pour à la fois faire un bilan d'étape et se projeter dans les années à venir, une question est au cœur de notre démarche, l'impact des séances de lecture de Lire et faire lire sur les enfants. Cette démarche, elle est forcément centrée sur les enfants, avec la volonté de recueillir leurs paroles, leurs ressentis par rapport aux séances de lecture. Et sur la diapo suivante, comme vous pouvez le voir, les enfants interrogés seront ceux qui auront entre 8 et 11 ans pour faciliter les échanges avec les personnes de l'équipe de Kimso. Mais il était évident qu'il fallait aussi avoir un retour sur les autres enfants auprès desquels les bénévoles interviennent aussi beaucoup. Et c'est pour cela qu'il y aura des séances d'observation des lectures avec les plus petits et les plus grands, pour avoir vraiment une idée précise de l'ensemble des bénéficiaires des séances de lecture. Sur la diapo suivante, vous voyez que pour accompagner la réponse des enfants, des entretiens ont été menés auprès des adultes encadrants. Donc, quand on parle d'adultes encadrants, on parle à la fois, bien évidemment, des parents, mais aussi de tous les professionnels qui encadrent ces enfants dans les structures d'accueil qui les accueillent. Et là, c'est pareil, on a souhaité que les adultes encadrants concernés représentent aussi toutes les structures dans lesquelles les bénévoles puissent intervenir. Et ce regard permet de donner des infos plus spécifiques en fonction de ces structures, justement. Et donc, en complément de ces paroles d'enfants et de ces regards des adultes encadrants, on a aussi souhaité avoir le témoignage des partenaires qui accompagnent Lire et faire lire. Donc, c'était sur la diapo précédente. Vous pouvez voir qu'on a mis en avant les partenariats forts qui accompagnent Lire et faire lire depuis très longtemps, comme les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture, mais aussi la CNAF, et en particulier une CNAF, pour avoir un regard aussi très territorial du partenariat apporté sur une coordination. Et puis des partenariats plus récents comme la Fondation Groupe ADP qui nous accompagne depuis plusieurs années maintenant.
Sur la diapo suivante, vous voyez qu'en fait, cette étude a vraiment deux temps différents avec des axes complémentaires. Une phase qualitative avec des entretiens qui se sont passés dans 3 départements qui ont bien voulu mener avec nous cette première phase d'enquête. Cette phase qualitative, elle a vraiment pour objectif d'obtenir des éléments de langage et de collecter les points de vue de chacun, à la fois des enfants, mais aussi des adultes encadrants, comme je vous le disais tout à l'heure. Et la deuxième phase de cette étude d'impact, elle est quantitative. Et cette phase quantitative qui se passe par le biais d'envoi de questionnaires sur toute la France a pour objectif de mesurer plus précisément en fait, les effets qui auraient été identifiés ou décrits dans la phase qualitative. Donc, vu les circonstances aujourd'hui, ce déroulé a été un peu chamboulé, mais on tenait quand même à vous faire un point d'étape sur cette étude qui est importante pour lire et faire lire, aussi importante que l'étude bénévole qui vous a été présentée ce matin. Et donc, sur la dernière diapositive, savoir où on en est aujourd'hui. Donc, malgré ce calendrier bousculé, les entretiens avec les enfants n'ont pas pu être menés, puisque souvent les lectures ont dû être suspendues toute cette année 2020. Par contre, les entretiens avec les adultes encadrants et les partenaires ont bien été menés par l'équipe de Kimso. Et d'ailleurs, merci à chacun d'eux pour leur disponibilité pour répondre à ces questions et surtout dans la mise en œuvre de relations pour caler ces entretiens. Et la prochaine étape, c'est les questionnaires de la phase quantitative qui vont être mis en place dans les départements. Et à ce sujet, on reviendra vers vous assez rapidement, coordinateur de Lire et Faire Lire, pour envisager avec vous si vous voulez bien participer à cette phase quantitative autour des adultes encadrants. Voilà. Donc, on vous tiendra au courant de chaque étape et on espère avoir des résultats consolidés assez rapidement. Merci. Et je passe la parole à Laurent pour le temps suivant. Bien, merci Cécile. Bonjour à vous tous. Je suis très heureux de vous voir que nous sommes toujours aussi nombreux pour cette journée de rencontre nationale hors norme, mais importante puisque d'une certaine manière nous pouvons faire un bilan de ce qui a été engagé pendant les 20 ans de Lire et Faire Lire, aussi bien en termes d'action, d'animation sur le terrain que de réflexion, puisque cette étape, ce moment que nous vivons ensemble est aussi propice à ce que nous nous interrogions à la fois sur ce que nous avons réussi pendant les 20 dernières années et sur la façon dont nous pouvons nous projeter pour l'avenir. Donc, je suis très heureux de donner la parole maintenant, comme nous le faisons traditionnellement pour chaque bilan national, chaque rencontre nationale, aux représentants des 2 réseaux porteurs de Lire et Faire Lire, à savoir l'UNAF et la Ligue de l'enseignement. Et donc, c'est Patricia Humann, au titre de l'UNAF, qui a la parole. Patricia, si tu veux bien prendre la parole. Patricia, est-ce que tu… Excuse-moi, je n'ai pas entendu parce que j'étais en train d'imprimer, ça faisait un boucan dingue. Excuse-moi, j'arrive. Alors, est-ce que nous donnons la parole à Hélène ou… Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça marche. Bon. On te donne Voilà. la parole, on t'écoute. Voilà. Alors, donc, vous avez souhaité, donc, Laurent et Michel, qu'on intervienne, Hélène et moi, donc, sur la thématique du colloque, hein, du bien vieillir. Donc, je vais aborder ce point. Mais bon, ce n'est pas forcément évident après les excellentes interventions ce matin de Adrien et Alice. Mais je vais essayer de montrer le regard peut-être de l'UNAF sur ce point. Alors, je souhaite quand même d'abord,
au nom de Marie-André Blanc, la présidente de l'UNAF, redire le fort engagement du réseau UDAF, de l'UNAF, des URAF pour le développement de Lire et Faire Lire, hein, pour les 20 ans qui vont venir. Je voulais aussi m'associer à ce que disait Michel hier, donc pour remercier les équipes locales de coordonnateurs, pour remercier aussi l'équipe nationale qui a eu beaucoup de chamboulements cette année, hein, avec la venue de Mina, de Claire Mila, donc qui ont pris très rapidement et très bien leur marque. Hein, donc il faut les remercier et remercier aussi Cécile qui les a accompagnés pour cette prise en main. Et remercier donc les mécènes, les partenaires institutionnels, les services de l'État qui nous soutiennent. Je voulais aussi dire bravo aux coordonnateurs et aux bénévoles pour cette année qui a été quand même difficile, hein, avec des allers-retours. Est-ce qu'on va dans les écoles? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on y retourne? Avec aussi parfois pour les coordonnateurs une responsabilité morale un peu difficile à porter. Est-ce qu'on laisse les personnes y aller ou non? Et bravo en tout cas pour tout ce que vous avez mis en œuvre de nouveau, tout ce qui est visio, enregistrement, etc., des actions très originales dont on va garder des traces. Et donc, ça veut dire que cette année n'a pas servi à rien et a été utile pour des innovations. Voilà, donc pour la thématique du bien vieillir, en fait, moi je me souviens, je crois que c'était au moment des 10 ans, j'avais été avec Marcel Bernon, que certains connaissent, qui était une figure de Lire et Faire Lire. J'avais été dans une école du 15e et je me souviens très bien qu'il y avait une personne qui était bénévole, qui avait 80 ans et qui avait témoigné en disant « Lire et Faire Lire m'a aidé à vivre pendant les 10 dernières années. » Excusez-moi. Et en fait, elle disait « Je me suis engagée à 70 ans. » Et entre-temps, j'ai perdu mon mari, je me suis sentie seule. Et c'est vraiment grâce à Lire et Faire Lire que cette solitude a été un peu vaincue. D'abord parce qu'il y avait des séances de lecture avec les enfants. Et ensuite, ce qu'elle disait, c'est que quand elle passait dans le jardin public à côté de l'école, il y a tous les enfants qui se précipitaient vers elle pour lui dire bonjour. Du coup, elle échangeait avec eux, elle échangeait avec les parents. Et en fait, ça l'avait vraiment aidée à vivre ces années-là. Donc, je me dis en fait que Lire et Faire Lire, la force, en fait, c'est que ce soit vraiment ancré sur les territoires. Je sais qu'Alexandre Jardin dit toujours qu'il faudrait qu'on ait 1 million d'enfants, mais il faudrait aussi que dans chaque école, de chaque village, de chaque quartier, il puisse y avoir un bénévole de Lire et Faire Lire qui puisse intervenir et qui, comme ça aussi, se sente quelqu'un, être quelqu'un dans son village, dans son quartier, être reconnu, entre guillemets, par les enfants et du coup aussi par les parents, par les familles du quartier. En fait, c'est un peu un changement de regard, donc du coup vis-à-vis de ces bénévoles qui peuvent être parfois jeunes, mais parfois aussi avoir un certain âge, un changement de regard. Et c'est ce que disait tout à l'heure Alice, pour montrer qu'ils sont encore en développement. Voilà, je pense aussi à Serge Guérin, en fait, qui est venu souvent à Lire et Faire Lire, et qui disait, en fait, les seniors sont les actifs du lien social. Les seniors, ce n'est pas des gens qui sont complètement à la retraite, en fait, c'est encore des actifs, et c'est des actifs du lien social. Alors, pourquoi? C'est parce qu'ils sont engagés dans les associations, et parce qu'ils sont aussi engagés de manière informelle dans leur quartier, souvent, et auprès de leur famille, comme disait Adrien ce matin. Voilà, donc il y a aussi ce qu'apportent effectivement, bien sûr, les enfants aux bénévoles qui leur permettent de bien vieillir, ce que disait Alice ce matin, donc la richesse de toutes ces séances de lecture. Je pense que tout le monde a des exemples de moments forts avec les enfants, des rires, des réactions des enfants qui réchauffent le cœur, en fait. Cette histoire de don et de contre-don dont on parlait ce matin, qui permet de se sentir en vie. Donc, c'est ça, en fait, le bien vieillir de Lire et Faire Lire, c'est se sentir un peu reconnu dans son quartier, son village, se sentir utile aux enfants à qui on apporte le goût de la lecture, le goût de la littérature. Je pense que, enfin, moi, en tout cas, personnellement, les livres, ça m'aide tout le temps dans ma vie. Je me dis tout le temps, si je me retrouvais sur une île déserte, dont je souffrirais en premier, c'est de ne pas avoir de livre. Donc, je pense qu'il y a donner le goût de lire aux enfants, c'est quand même quelque chose d'énorme. Transmettre aux enfants ce qu'il y a dans la littérature jeunesse. Il y a des histoires qui font voyager, qui font comprendre le monde et les gens, qui font rêver, qui transmettent la beauté. Ça, c'est vraiment une richesse.
Et puis, c'est avoir des moments forts, riches et joyeux dans les échanges avec les enfants. Donc, c'est tout ça, lire et faire lire. Et c'est tout ça qui permet de dire qu'en fait, dans ce plaisir de lire en commun, il n'y a plus de frontières entre les bénévoles et les enfants. Ils sont tous les deux dans la vie, qui bougent et vieillissent ensemble. C'est ce que disait un peu la Fondation de gérontologie. Grandir, c'est vieillir. Donc, tout le monde avance ensemble, les enfants comme les bénévoles. Vieillir entre guillemets, quoi. Voilà, alors je voulais aussi parler, donc tout à l'heure Cécile a parlé de l'étude d'impact que je trouve vraiment intéressante, et là on a commencé par étudier l'impact de la promesse fondatrice de lire et faire lire, c'est-à-dire de donner le goût de lire aux enfants, le goût de la littérature. C'est ça qu'on va évaluer, mais effectivement il faudrait maintenant, après peut-être évaluer l'impact que lire et faire lire a sur les seniors, entre guillemets, ce qui permet de bien vieillir. Alors là, je repense à ce que Michel me disait tout à l'heure. Quand elle va au ministère de la Santé pour demander une subvention, elle dit, en fait, on vous fait faire des économies en médicaments. Grâce à nous, ça permet aux bénévoles d'être en forme, de ne pas prendre d'antidépresseurs, de ne pas prendre d'anxiolytiques, de toujours être en forme et d'être heureux. Donc, en fait, c'est toutes ces économies de médicaments, il faudrait que vous nous les donniez comme subvention. Voilà, c'était une petite anecdote. Alors, au niveau de l'UNAF et des UDAF, c'est clair que c'est une thématique qui est très importante pour nous et auquel on est attaché. D'abord parce qu'on soutient les familles, donc les familles à tous les âges de la vie, de la petite enfance à la fin de vie. Ensuite, les UDAF sont vraiment engagés dans tout ce qui connaissent bien la dépendance, la maladie, la vieillesse par leur action des tutelles. Je pense que c'est vraiment une thématique qu'on connaît bien. On soutient les adultes qui deviennent dépendants en accompagnant par exemple les aidants familiaux qui s'en occupent. Donc c'est la thématique entre guillemets du vieillissement et de la dépendance, c'est quelque chose qu'on connaît. Et ensuite, dans les UDAF et dans l'UNAF, il y a beaucoup de bénévoles qui sont engagés dans les conseils d'administration et qui sont souvent seniors et donc voilà, qui, grâce à leur action, apportent beaucoup au réseau. Donc, c'est peut-être une thématique un peu nouvelle, un peu particulière pour lire et faire lire, mais je pense que c'est important de s'y pencher dans l'année à venir. Voilà, donc j'en ai fini. Maintenant, je voulais tous vous remercier pour le travail collectif qu'on a pu faire cette année et vive les 20 prochaines années de lire et faire lire. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui seront là pour les fêter avec nous. Voilà. Merci Patricia. Merci pour ces mots, pour ces engagements pris pour le développement futur de lire et faire lire. Et je donne la parole à Hélène Lacassagne, qui est également administratrice de lire et faire lire, au titre de la Ligue de l'enseignement. Hélène. Alors, je sais qu'Hélène est là, je l'ai vu. Pardon, je mets mon micro, voilà, très bien. Alors, tout d'abord, bonjour de plus près, si j'ose dire. Et puis merci vraiment. Je veux vous dire à quel point je suis ravie, moi, d'être ici après avoir rejoint il y a peu de temps le conseil d'administration de lire et faire lire. Je suis heureuse vraiment d'être avec vous pour saluer ces 20 ans d'engagement commun pour la promotion de la lecture. En qualité d'administratrice de lire et faire lire, mais aussi de vice-présidente de la Ligue de l'enseignement en charge de la culture, et donc au nom de Michel Zmang-Graillot, notre présidente, je souhaite vous dire à quel point nous sommes fiers du chemin parcouru ensemble pendant ces 20 années, et comme nous sommes avides de construire la suite, curieux et gourmands que nous sommes à l'avance de ce que nous apprendra le chemin à parcourir ensemble pour les 20 ans qui viennent. Je veux vous dire donc notre engagement profond et enthousiaste pour continuer de développer Lire et faire lire au sein de l'Association nationale Lire et faire lire. Merci mille fois à Michel. Aux côtés de notre partenaire l'UNAF, que je salue, avec l'équipe nationale de Lire et faire lire, que je salue aussi, avec les professionnels de la culture de la Ligue, que je salue d'eux-mêmes, et avec vous, lecteurs bénévoles, coordonnateurs de Lire et faire lire, qui au quotidien transmettez le plaisir de lire aux enfants, vous qui leur ouvrez les portes de
de 1000 univers pour eux inédits par la fréquentation de la littérature de jeunesse. Du côté de la Ligue, nous développons un projet culturel et éducatif que nous voulons émancipateur, porteur d'un puissant humanisme laïque. La Ligue, c'est à la fois un mouvement complémentaire de l'école et un mouvement d'éducation populaire. Et c'est à ces deux titres-là qu'elle est engagée dans Lire et faire lire et pour Lire et faire lire. Comment dire, c'est bien sur ces deux axes fondamentaux qu'elle travaille aujourd'hui son projet culturel, parce que nous remettons l'ouvrage sur le métier pour ne pas céder à la force de l'habitude. Et ce faisant, je dois vous le dire, j'ai la conviction que nous ne pourrons qu'intégrer de façon plus forte encore Lire et faire lire. D'abord du point de vue de ce qui s'enseigne et de ce qui enseigne. Bien sûr, l'apport indispensable de Lire et faire lire, qui fait des enfants lecteurs, est au cœur des enjeux éducatifs servis par la Ligue, par la construction du symbolique, par l'apprentissage de l'altérité, par l'ouverture au monde, par l'émotion vécue, appropriée, nommée. Très au-delà de l'apprentissage scolaire, sans doute Lire et faire lire aide les enfants à grandir. C'est ce qu'on dit habituellement entre nous. Et de ce point de vue, la qualité et la pertinence de ce qu'offre Lire et faire lire et de ce qu'offrent les bénévoles de Lire et faire lire sont essentiels. À nos yeux, essentiels. Il a raison, Philippe Mérieux, quand il dit qu'on ne fait pas pousser les fleurs en tirant sur les tiges. Et alors, du point de vue, ça c'était du point de vue éducatif pur, mais du point de vue de l'éducation populaire. Du point de vue de l'éducation populaire, on peut dire sans doute que plus que jamais, dans les 20 ans qui viennent, il va nous falloir prendre en compte l'apport indispensable des seniors en général et des bénévoles de Lire et faire lire en particulier. Entendons-nous bien, je ne parle pas là de se contenter de les remercier pour une prestation rendue, même si c'est déjà ça. Et même si c'est déjà bien élevé, que bien élevé c'est déjà pas mal, il s'agit de reconnaître bien plus tôt l'engagement citoyen des personnes, pas seulement de le valoriser, mais d'en faire une composante essentielle du projet commun. C'est là que nous serons dans l'éducation populaire pour de vrai. Merci vraiment Michel, ce matin d'avoir parlé du bien vieillir. C'est un choix très pertinent que fait Lire et faire lire, de considérer ainsi que c'est un vrai sujet, parce que c'est un vrai sujet. Et sans doute nous reconnaîtrons-nous aisément dans ce que disait ce matin Alice Casagrande, le lien plutôt que le médecin. Alors de ce point de vue, il me semble que je dois vous informer collectivement de la réflexion que nous engageons au niveau du secteur culturel de la Ligue en ce moment. Et cette réflexion sur notre projet culturel, elle intègre la question des droits culturels des personnes. Et il me semble que complémentairement à cet engagement de favoriser le bien vieillir, cette réflexion nous conduira sans doute à changer un peu de paradigme sur la question de aux bénévoles, à l'engagement pour le bien commun, pour mettre au travail les droits culturels des personnes reconnues en égale dignité, d'où qu'elles viennent, quelles que soient leurs convictions et quel que soit leur âge. Il faut multiplier, dit-on, les interactions. Et comment illustrer ça mieux qu'avec ce qui se joue dans Lire et faire lire? L'interaction, ne serait-ce que dans une séance de lecture. C'est une magnifique alchimie que propose la rencontre avec la littérature. Cette rencontre-là qui est proposée par Lire et faire lire, ce n'est pas juste un lecteur qui offre et un enfant qui reçoit. Ça a été dit autrement ce matin. C'est un partage. L'enfant auditeur est en éveil, il est acteur. L'adulte passeur, lui aussi, il est récepteur. L'imaginaire de l'enfant est à l'œuvre et celui du lecteur aussi, puisqu'il lit. Et cette alchimie-là, elle est magnifique. C'est elle qui fait grandir les enfants et qui sans doute nous aide, nous, adultes, à continuer d'apprendre
à être mieux au monde, plus curieux que la moyenne peut-être, plus enclin à partager aussi, enclin à grandir en nous-mêmes et collectivement, à continuer d'apprendre. Les adultes qui continuent de grandir ont beaucoup à apporter au monde dans lequel nous vivons, aux enfants bien sûr, mais aussi au reste de la société pour qu'on fasse société, pour reprendre une expression bien connue des ligueurs. Je pense au manifeste Faire Société de la Ligue et à la belle collection évidemment des éditions du Pourquoi pas. C'est un travail donc auquel le secteur culturel de la Ligue de l'enseignement est en train de s'atteler. Et c'est réjouissant. C'est réjouissant de penser qu'on va croiser ensemble ces questions de l'engagement des seniors, des droits culturels des personnes et du bien vieillir, le lien donc, plutôt que le médecin. En tout cas, ce travail que la Ligue fait en elle-même impliquera très sûrement d'intégrer très solidement, plus solidement sans doute encore, Lire et faire lire à son projet culturel, à tous les niveaux de la Confédération, non pas comme un dispositif qui s'ajoute à ce que nous faisons, mais comme un axe d'engagement, un véritable axe d'engagement transversal, co-porté, cohabité, depuis le centre confédéral jusqu'à nos fédérations départementales, ce serait l'idéal. Je voudrais remercier aussi Adrien Riffaut pour les précieux éléments d'analyse qu'il nous donne et aussi sur les alertes que nous envoient dans cette enquête des personnes insatisfaites, même si elles paraissent dans l'étude minoritaire. Tout cela confirme l'importance de la tâche que nous nous sommes donnée de mieux faire ensemble et de mieux interagir. Pour finir, je vous dirais que l'engagement magnifique des bénévoles de Lire et faire lire, cet engagement altruiste, cet engagement citoyen, on le voit dans l'enquête, on s'engage pour une cause, pour une utilité sociale. Cet engagement nous oblige, nous, mouvement d'éducation populaire, co-auteurs et co-acteurs de ce beau projet qu'est Lire et faire lire. Il nous oblige à agir avec vous, pour 20 ans de plus, et je dirais pour 20 ans de mieux. Je suis déconnectée. Je rouvre le micro, oui, pour remercier Hélène pour toutes ces perspectives qu'elle nous donne, que nous partageons naturellement et qui enrichiront le projet de Lire et faire lire, ces manifestes. C'est aussi sur cette base-là que nous aurons l'opportunité d'aller vers de nouveaux partenaires. Nous sommes aujourd'hui un mouvement reconnu culturellement, nous avons des partenaires culturels, éducatifs, établis qui nous suivent depuis longtemps. Il y a tout un champ de partenariats et d'alliances à construire sur cette notion du bien vieillir. On l'appellera peut-être autrement, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, ce chantier est vaste et enthousiasmant. Merci à vous deux, merci à Patricia, merci à Hélène pour leur prise de parole et qui seront, j'en suis persuadé, conforter l'action des coordinateurs et des coordinations Lire et faire lire. Je passe maintenant la parole à Mina qui va nous introduire un moment plutôt festif de nos 20 ans. Merci. Merci Laurent. Donc, comme vous le voyez à l'écran, on va parler des 20 ans de Lire et faire lire au Panthéon, qui est donc un projet qui avait été lancé pour cette année anniversaire. Alors, donc, cet anniversaire au Panthéon est constitué de deux projets distincts, mais qui se retrouvent quand même. D'une part, des lectures au sein du Panthéon, donc, qui auront lieu le 5 juin 2021, un samedi. Ces lectures donc, seront faites par des personnalités que nous inviterons à lire au Panthéon des
des personnalités qui sont proches de Lire et faire lire et des personnalités aussi qui font partie de domaines culturels mais autres que la littérature, par exemple le sport, par exemple la cuisine, etc. L'idée étant de créer une cohésion de ce pays de lecteurs. Le deuxième événement est donc l'exposition Un peuple des lecteurs que l'on souhaite donc organiser, qui sera organisée sur le parvis du Panthéon. Donc vous voyez, là c'est une petite capture d'écran de la scénographie envisagée. Cette exposition est donc construite avec Nicolas Henry, qui est donc le directeur artistique, et avec qui on a donc construit ce projet. Pourquoi, avant de passer sur le détail de l'exposition, pourquoi le Panthéon? On a choisi de fêter les 20 ans de Lire et faire lire au Panthéon à Paris, parce que évidemment c'est une symbolique forte, puisque le Panthéon est le temple républicain de la littérature, et que donc le projet Lire et faire lire est de bâtir un pays de lecteurs. Donc, je vous mets en plus grand donc, la scénographie pour vous donner un peu une idée de ce projet. Donc, l'exposition s'intitulera donc Un peuple de lecteurs. Donc, c'est une expression tirée de l'expression d'Alexandre Jardin, donc Un pays de lecteurs. On a choisi de remplacer pays par peuple pour accentuer, pour mettre l'accent sur les individus qui constituent ce pays de lecteurs, donc le peuple. Donc, le concept de l'exposition, justement, c'est de mettre en avant, en fait, les bénévoles de Lire et faire lire. Donc, dans cette exposition, on aura 18 portraits de bénévoles qui viendront des quatre coins de la France. Ils seront donc mis à l'honneur sur la place du Panthéon, sur le parvis. Il y a également des portraits des parrains et marraines de l'exposition, donc je vais citer tout à l'heure, 10 portraits exactement. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans ce concept, c'est ce mélange entre les bénévoles qui sont les héros de Lire et faire lire, qui sont les héros du quotidien en quelque sorte, qui justement aident à donner le goût de la lecture aux enfants. Et en parallèle, on a donc les auteurs qui sont les parents et marraines de l'exposition, qui sont les héros de la littérature. Donc, on crée un peu ce parallèle entre les deux, et le tout devant donc, le Panthéon. Donc la batterie reconnaissante à ces héros du quotidien et de la littérature. Donc Nicolas Henry, je dis deux mots sur le directeur artistique qui donc construit ce projet avec nous. Nicolas Henry est un photographe, scénographe et un artiste international qui expose partout dans le monde. Il a été notamment le directeur artistique d'une exposition de Yann Arthus Bertrand au Grand Palais. Et nous, on l'a connu parce qu'il a également construit une exposition pour Emmaüs. Mais je le laisserai élaborer un peu là-dessus dans 2 minutes, puisqu'il va intervenir aussi. Donc, sur la scénographie, comme vous pouvez le voir, en fait, à l'avant, il y a un espace qui est gardé, qui est donc une agora, une espèce de petit théâtre au centre de l'exposition, qui permettra aux lecteurs de venir lire, aux passants de pouvoir s'asseoir au sein de cette exposition. On aura aussi des spectacles qui seront organisés dans cette agora. On l'espère, l'exposition nous le permettre à ce moment-là. Donc voilà, c'est aussi les bras un peu de l'exposition qui nous entoure, les bras des bénévoles et des auteurs, parrains et marraines qui embrassent ce peuple de lecteurs pour partir un peu dans le côté des lecteurs. Il y a également donc, le petit clin d'œil en fait, à la littérature jeunesse, qui est évidemment centrale pour les bénévoles de Lire et faire lire. En fait, chaque portrait de bénévole sera accompagné d'une photo de Nicolas Henry, qui elle-même, en fait, les bénévoles choisiront d'associer cette photo à un texte de littérature jeunesse qui les a marqués. Donc, ce thème est également très présent dans l'exposition. Et également, vous voyez les rubans de couleur en fait, qui décoreront l'exposition, qui apportent aussi ce côté enfantin et ce clin d'œil à la littérature jeunesse et aux enfants. Donc Nicolas, je vais te donner... pardon, j'ai oublié juste de citer les auteurs parrains et marraines, qui donc participent à ce projet avec nous.
et on les en remercie énormément. Donc, on a Geneviève Prézac, Marie Desplechin, Irène Frein, Alexandre Jardin, Jean-Marie Laclastine, Dany Laferrière, François Morel, Daniel Pénac, Leïla Slimani et Delphine de Vigan. Et donc, en fait, ce sont des auteurs qui sont soit très proches de Lire et faire lire depuis toujours, soit qui nouvellement se sont intéressés à l'association et qui donc ont souhaité s'engager avec nous dans cette aventure. Et justement, donc Nicolas, qui va intervenir dans une seconde, va nous parler de sa rencontre avec ses parrains et marraines, puisque justement, pour construire l'exposition, il a dû se déplacer chez eux pour prendre leurs portraits, ou alors eux, ils se sont déplacés dans son studio. Donc, je vais lui laisser parler de cette rencontre. Nicolas, si tu veux bien enclencher ton micro. Oui, il est enclenché. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Et je sais. Alors, du coup, je suis très ému en fait d'être avec vous tous aujourd'hui. C'est la première fois qu'on se rencontre. Alors, il y a plusieurs choses qui étaient importantes dans ma rencontre avec Lire et faire lire. C'est qu'il y a 20 ans, moi, je démarrais un livre sur les grands-parents dans le monde entier qui s'appelait Les cabanes de nos grands-parents, que j'ai fait en 7 années, qui est chez Actes Sud. Et du coup, j'étais parti parcourir le monde. Donc, j'ai fait, je sais pas, je crois une 30aine de pays. Et j'ai demandé aux grands-parents qu'est-ce qu'ils avaient vu changer durant leur vie. Et puis, à la suite de ça aussi, j'ai ma maman qui est chez Lire et faire lire depuis des années, et en fait, qui aime énormément cet espace. Et puis, alors on s'est rencontrés, tu l'as évoqué, Mina, sur l'idée aux 70 ans d'Emmaüs, en fait. Et les 70 ans d'Emmaüs, on a fait une grande installation place du Palais Royal avec des portraits des gens accueillis. Et ça a été, il y a eu un engouement très fort et on est passé par des histoires. Alors là, ce que je souhaitais, c'est mettre en valeur effectivement les bénévoles comme les héros extraordinaires qui sont au Panthéon pour moi. Et puis, donc on a structuré de manière à ce que ces images que j'ai fait autour du monde depuis à peu près une vingtaine d'années, en fait, on en fasse une sélection et puis qu'on l'associe à des textes jeunesse. Et en fait, qu'on ait une clé de lecture. Alors, on a trouvé tout un univers et chacun des textes sera présenté par un bénévole. Et du coup, c'est l'idée, en fait, assez rapidement, en fait, d'associer en fait ce qu'on voit dans les images avec un imaginaire. Et puisque l'idée, c'est de donner vraiment envie de lire. Donc, il y aura ces textes des bénévoles associés à ces images un peu merveilleuses, ces espèces de théâtre un peu extraordinaires. Et puis, il y aura un grand jardin, celui des écrivains. Donc, vous allez voir des images là. Alors ça, c'est un autre plaisir extraordinaire de cette expo, c'est la rencontre avec vos parrains, qui sont quand même tous des écrivains merveilleux. Et du coup, à chaque fois, je me suis dit comment je vais faire un portrait d'eux. Donc, j'ai mis en place en fait un décor figuratif à partir un peu d'histoires qu'ils m'ont racontées, à partir de leur univers. Donc là, on voit Delphine de Vigan qui est dans son jardin, donc il y a des fleurs un peu extraordinaires. Il y a un peu une maison un peu rouge, un peu mystérieuse, comme Delphine, elle aime beaucoup un peu analyser justement la maison, les drames familiaux, les interactions. Et du coup, je l'ai mis dans ce jardin avec ces fleurs de toutes les couleurs. Et puis, elle va nous raconter une histoire. Donc, à chaque fois, chaque portrait des parrains, en fait, il va être aussi pour l'imaginaire des visiteurs et aussi celui des enfants. À partir de toutes les photos qu'il a vues, où à chaque fois, il pouvait associer une histoire, là, il va pouvoir tout d'un coup, en fait, aussi imaginer l'histoire d'un écrivain. Et en fait, cet écrivain, du coup, qui est transposé d'une certaine manière dans sa propre histoire, c'est un peu le même mouvement aussi que les bénévoles deviennent les héros du Panthéon. C'est-à-dire, finalement, on va à la rencontre de la même manière, en fait, voilà, de tous ces acteurs. On va regarder l'image d'après. Ça doit être celle... voilà, c'est Daniel. Alors, Daniel Pénac, hein, moi, je le lis depuis toujours. J'ai toujours adoré cette littérature. Donc, on est allé chez lui. Daniel, il est totalement passionné par son chat. Donc, on lui a fait un grand chat en livre que vous voyez derrière. Il avait toujours ses fleurs. En fait, il a toujours un immense bouquet de fleurs. Donc, le chat est dans un jardin. Et puis, on a Daniel qui est lové là en train de faire sa lecture tranquillement dans les bras de son chat. Et il est en kimono parce qu'il a une grande passion pour le Japon.
Alors, du coup, il y a déjà une petite aventure qui se trame, mais on voit que par la fenêtre, en fait, il y a un personnage un peu lugubre avec un grand couteau en fait qui attend. Et notre auteur de polar en fait se retrouve lui-même en fait à l'intérieur de son récit. Et donc on imagine, je sais pas, le chat qui va pouvoir sauver notre écrivain parce qu'il s'aperçoit de rien perdu dans sa lecture. Et voilà. Donc en fait dans mes images, c'est une forme de théâtre en fait qui reprend des idées narrative et littéraire, et on essaie de donner une impulsion en fait dans l'image pour aller vers le récit imaginaire, et puis peut-être créer aussi des occasions chez les jeunes d'être eux-mêmes écrivains. On va regarder celle d'après, c'est Leïla, je crois. Voilà. Alors Leïla Slimani, quand Leïla arrive dans sa grande robe blanche à la maison, c'est quand même une apparition. Elle est magnifique, elle est pimpante d'intelligence, elle est venue avec son petit garçon. Et du coup, pour moi, Leïla, c'était aussi un grand engagement féministe, un grand engagement auprès des femmes, aussi une double culture africaine et européenne. Et donc, je l'imaginais dans une communauté de femmes. Donc, je lui ai fait ces trois petites bonnes femmes, là, comme une maman avec ses filles. Donc, il y avait cette symbolique. Et puis, ils sont dans un jardin aussi, dans cette forêt. Ils sont aussi comme un jeu de cartes, en fait, qui s'inverse. Et puis Leïla, finalement, sa robe blanche, je lui ai mis des rubans pour en faire comme un personnage aussi un peu imaginaire. Et pour moi, ça reflétait à nouveau une autre plante du jardin, ou un autre espace du jardin, avec cette petite communauté de femmes. Voilà. Et puis après, on a... Voilà. Alors ça, c'est Dany Laferrière. Alors, il est très smart avec ses chaussures rouges, son chapeau bleu. Quand Dany arrive, c'est une apparition. Et puis, il m'avait parlé d'Haïti, il m'avait parlé de l'arbre qui donne les mangues, il m'avait parlé d'un arbre extraordinaire. Donc, du coup, je lui ai fait un jardin à nouveau, puisqu'ils sont tous dans leur jardin. Là, donc, je lui ai fait un grand arbre avec un peu des fruits merveilleux, des drôles d'espèces en fait qui sont un peu tout autour. Et puis, on a notre écrivain qui est smart là au milieu. Alors, dans ces rencontres avec les écrivains, je pense qu'ils avaient le même sentiment que moi par rapport à lire et faire lire, c'est-à-dire pour eux, lire et faire lire, c'est presque un rêve éveillé. C'est-à-dire que le fait que 25 000 ou un grand nombre immense de grands-parents viennent lire à nos enfants, s'attachent à cette lecture, leur ouvrent un imaginaire, la créativité. En fait, pour moi, et j'avais l'impression pour eux, c'était donner aussi un outil extraordinaire aux enfants. C'est-à-dire qu'en fait, quand on peut s'incarner dans un livre, on peut vivre toutes les vies. Et à partir de là, en fait, on peut devenir le héros de sa propre vie. Et puis, voilà, et puis se construire d'une manière un peu incroyable. Donc, ce que je trouve très beau aussi, c'est de partager cet univers de créativité avec tout le public, et puis aussi avec Lire et faire lire, puisque vous êtes des acteurs, pour moi, au centre aussi de cette problématique. Et pour moi, évidemment, en tant qu'artiste, la créativité, c'est un grand moteur du bonheur et puis de l'équilibre dans sa vie. Voilà. Et je suis très, très honoré de réaliser cette expo. Merci beaucoup, Nicolas, du coup, de nous avoir montré un peu en avant-première ces photos des parrains et marraines de l'expo. Donc, il y en a 10 en tout. Là, on en a fait une petite sélection, mais il y en aura 10 en tout. Et justement, lorsque tu as rencontré les auteurs, tu as pu en filmer aussi quelques-uns en leur demandant de lire un passage d'un livre qui a marqué leur vie de lecteur. Et donc, on a rassemblé ces petits morceaux de vidéo pour en faire une bande-annonce un peu de l'exposition pour introduire aussi nos parrains et marraines. Donc, on va vous la montrer tout de suite. Attends une seconde. Quand un être cher nous donne un livre à lire, c'est lui que nous cherchons d'abord dans les lignes. Ses goûts, les raisons qui l'ont poussé à nous flanquer ce bouquin entre les mains, les signes d'une fraternité. Puis, le texte nous emporte et nous oublions celui qui nous y a plongé.
C'est toute la puissance d'une œuvre, justement, que de balayer aussi cette contingence-là. Bigre, un cadeau post-mortem du papa. Tu y cours, bien sûr. Et c'est un drôle de présent que te remet le notaire. Rien de moins que mon corps. Non pas mon corps en chair et en os, mais le journal que j'en ai tenu en douce ma vie durant. Qu'est-ce qui t'a fait, mon petit papa? Un journal? Toi, si distingué, tellement inatteignable, et toute ta vie. Pas un journal intime, ma fille. Tu connais ma prévention contre la recension de nos fluctuants états d'âme. Non. Le journal de mon corps, uniquement, mon compagnon de route, ma machine à être, de ma 13e à ma 88e année. Mon bel amour de fille, tel est mon héritage. Il ne s'agit pas d'un traité de physiologie, mais de mon jardin secret, qui est à bien des égards notre territoire le plus commun. Dès son plus jeune âge, à peine sortie de la prime enfance, Sonieczka s'était plongée dans la lecture. Son frère aîné, Ephrem, l'humoriste de la famille, ne se lassait pas de répéter la même plaisanterie, déjà démodée au moment de son invention. À force de lire sans arrêt, Sonieczka a un derrière en forme de chaise et un nez en forme de poire. Malheureusement, il n'y avait pas là beaucoup d'exagération. Son nez avait vraiment la forme avachie d'une poire. Et Sonieczka, une grande bringue à la forte carrure, aux jambes osseuses et au maigre derrière aplati, n'avait qu'un seul atout, une volumineuse poitrine de femme poussée trop tôt, et pour ainsi dire, déplacée sur ce corps trop maigre. Sandrine Cazes évoquait notre rencontre, parlait de ses vacances, de son petit frère insupportable. Au bas de la lettre, une trace de baiser au rouge à lèvres barré en diagonale les 3 dernières lignes. Et cette bouche m'avait littéralement fait fondre. Ce devait être la toute première lettre m'étant adressée personnellement, et j'avais cru alors que le courrier serait toujours synonyme de cœur qui bat, de ventre qui vibre, de fragments d'extase et de ciel sans fin. 30 ans plus tard, ellipse. Je tiens dans ma main une enveloppe plastifiée bleue, au bas de laquelle est inscrit « Programme national de dépistage du cancer colorectal ». Imaginez que vous savez tout à coup être imprudente dans vos élans fraternels sans être jamais cinglée. Imaginez que vous êtes résolument frondeuse, que vous avez rompu avec tous les rôles asphyxiants que vous vous êtes imposés jusqu'à présent. Imaginez que vous avez quitté toute crainte d'être jugée, surtout par vous-même. Imaginez que votre besoin de faire vivre toutes les femmes qui sommeillent en vous soit enfin à l'ordre du jour, même et surtout si vous n'en avez pas les moyens. Imaginez que votre capacité d'indignation et d'émerveillement est intacte, qu'un appétit tout neuf, dopé par vos colères, éveille en vous 1000 désirs engourdis à force de vous priver de tout. Imaginez que vous allez devenir assez sage pour gifler avec allégresse tout ce qu'ils méritent, les hommes surtout. Il arrive que le tagueur de l'entresol se castagne avec l'oulipien du 3e, lequel a des envies de pendre le poète lyrique, selon lui indûment logé à l'étage noble. Avec les tripes de l'auteur de best-sellers que tout le monde déteste, mais qui paie les notes de chauffage. Malgré cela, une même certitude habite tous les pensionnaires, celle que ni la municipalité, ni le syndic, ni le marché, ni la police des mœurs, ni l'archevêque, le rabbin ou l'imam, ni la pédagogie nationale, ni le grand conseil des familles, n'y ont le moindre droit de remontrance, suggestion, autorisation, sanction, admonestation, encouragement, consultation, juridiction. La pension est un territoire libéré, le seul, à vrai dire, de toute la cité. Ses portes sont ouvertes à tous et à tout vent. On ne peut lui reprocher d'être un lieu de désordre, puisque c'est sa raison d'être. Il faut la respirer longuement, avant de la dévorer, pour qu'il ne reste plus une once de chair, ni non plus une goutte de jus. Puis, vous vous lavez le visage et le torse dans la cuvette d'eau, avant de
retournez à votre chaise. L'amande de midi et la grâce du jour. Alors, merci. Je ne sais plus où est passé Nicolas. Merci Nicolas. Nous ne t'avons pas à l'écran, Nicolas. Alors, écoute Nicolas, merci Mina pour le travail de présentation qui a été fait de ton travail, Nicolas. Quant à moi, je voudrais juste te dire que nous avons été ravis que toi, Nicolas Henry, tu sois notre ambassadeur auprès de ces marraines et parrains que nous venons de présenter à notre assemblée. Je suis aussi ravie de cette jolie vidéo, on peut dire du cadeau que tu nous fais pour notre anniversaire de Lire et Faire Lire. Et je dois te dire qu'on a tous envie, et je suis sûre que je parle au nom de tout le monde, que nous ayons été ravis que tu nous aies fait partager ton rêve éveillé. Merci Nicolas, et à bientôt avec toi, bien sûr, au Panthéon. Je voudrais maintenant, parce que l'anniversaire de Lire et Faire Lire ne peut pas se dérouler sans une personne. Cette personne, elle est toujours à côté de nous, toutes les années, toujours à côté de nous pour envisager l'avenir de Lire et Faire Lire. Elle était là au début, bien sûr, mais elle est aussi maintenant. Donc, j'aurais voulu vous dire que nous allons avoir un invité surprise et je vais demander à Alexandre Jardin de venir avec nous. Alors, je ne sais pas où est Alexandre Jardin, peut-être dans une voiture, n'est-ce pas? Je suis. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Oui, voilà. Comme on a pris un peu de retard, je vais circuler un moment juste pour choper ma fille qui a 8 ans et qui sort de l'école. Voilà. Et je crois que ça va choquer personne. Allô, Michel? On t'entend parfaitement, Alexandre. Oui, pour cet anniversaire, je baisse. Pour cet anniversaire, c'est une année tellement folle, tellement spéciale. Au moment où on va se remettre en route, que tout le monde soit incroyablement inventif, qu'on aille récupérer tous nos bénévoles, mais avec une joie incroyable. J'ai l'impression que c'est après une période qui est noire, quoi, il faut qu'il y ait une explosion de joie. Et pour moi, le redémarrage de Lire et Faire Lire, ça sera un moment symbolique. Ça sera un moment de tout à coup où on sort de cette folie où les générations sont séparées, se regardent avec inquiétude. Au moment où on va redémarrer, je voudrais qu'on retrouve tous la foi qu'on a eue il y a 20 ans lorsqu'on a lancé cette aventure de dingue. Personne ne savait que ça prendrait cette ampleur. Personne ne savait qu'aux quatre coins de la France, tout le monde se bougerait comme des fous, quoi. Je voudrais pas qu'on redémarre, mais qu'on renaisse. Qu'on vive une renaissance de notre mouvement. Parce que aussi notre pays aura besoin de ça, qu'il y ait une vague d'optimistes. Et pour moi, Lire et Faire Lire, ça doit en faire partie. Parce que c'est un bien commun, quoi. C'est au sens le plus puissant du terme une association. C'est-à-dire que personne ne peut rien isolément. On dépend tous de la folie des autres, de l'enthousiasme des autres, du culot des autres. Je vois des visages aujourd'hui et je me dis mais merci d'avoir été des dingues. Des dingues. Sinon, on n'aurait jamais réussi à monter cette folie mais qui doit redémarrer, mais sur les chapeaux de roue, quoi. Pardon, pendant que je vous parle, je surveille ma fille, je vais l'attraper. Je vais l'attraper. Et c'est vrai que l'exposition qu'on va avoir pour les 20 ans, c'est carrément sublime. C'est un truc de fou. Ce photographe est un fou. Je veux dire, ça explose de vie. Et l'idée qu'on prenne le Panthéon, ça me semble un minimum. Voilà. Voilà, mais Michel, tu reprends l'antenne. Moi, juste Alexandre, on te remercie. Ma fille.
on te remercie. Je vais dire 2 ou 3 mots pour conclure, mais on te remercie. Il fallait absolument que tu sois présent, même si c'était dans des circonstances un peu surprenantes. Mais ce que tu nous as apporté, le petit grain de folie que tu viens de nous apporter, est absolument important. Et d'autant plus que je voudrais terminer sur quelque chose de positif, Alexandre. Donc, je voudrais dire à tout le monde, merci à vous tous d'être de votre écoute. Je voudrais vous dire qu'au cours de ces 2 journées, nous avons prouvé que nous étions un réseau dynamique, impliqué, innovant. Et je dirais même peut-être un peu fou, comme l'a souligné Alexandre. Nous avons appris aussi que lire et faire lire, je peux continuer, je continue, je fais la conclusion. Donc, voilà Alexandre. Donc, on a appris aujourd'hui, Alexandre aussi, que lire et faire lire, par le lien qu'il met en place, par les réciprocités qu'il implique, c'était un très bon médicament. Je pense qu'on peut se féliciter d'être un bon médicament. On lutte, nous, voilà, contre... on est un bon antidépresseur, si tu veux, Alexandre. Je pense que ça te plaira bien, ça, c'est comme formulation. Alors, nous allons continuer à prouver qu'on est toujours ce même mouvement, fou, dynamique, impliqué, innovant. Et bien entendu, on va se retrouver et on va continuer d'écrire ensemble, Alexandre, l'histoire de lire et faire lire. Et donc, on va se retrouver, bien entendu, l'année prochaine. Je ne sais où, mais on se retrouvera quelque part ensemble toujours. C'est notre force et c'est bien pour ça que je suis contente de saluer tous les participants de Lire et faire lire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Alexandre.